Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast. Donc on va continuer dans la lancée de l'œil du temps, parce que disons qu'il n'y a pas grand chose au niveau des films ce mois d'août. Je trouve pas qu'il y avait beaucoup de films qui valent vraiment le coup d'être vus au cinéma. On sort quand même d'une période, on va dire du mois de juillet, qui était quand même marquée par 3 gros blockbusters. Il y avait les 4 Fantastiques, il y avait le Jurassic World, il y avait Superman. Et là en août, c'est quand même assez calme, il y a assez peu pour l'instant de propositions intéressantes. Peut-être que j'irai voir le reboot de Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Bon, honnêtement, ça me tente pas trop. Mais les premières critiques étaient plutôt correctes, donc bon allez, pourquoi pas, on verra. Mais ce que j'attends véritablement, c'est le retour de Julia Ducournau avec son film post-Cannes, Alpha. Je sais que le retour cannois était pas terrible, c'était assez mitigé. Mais j'ai quand même hâte parce que une proposition comme ça française de ce type, c'est toujours intéressant. Et vu qu'elle avait fait un excellent film avec Titan, je suis toujours en attente pour voir qu'est-ce qu'elle propose. Ça reste une réalisatrice très intéressante. Bon, bref, passons à un autre film du jour, qui à sa sortie a autant dérouté que galvanisé le public, dont moi justement. Donc à l'image de son réalisateur, c'est un auteur quand même assez en vogue, puisqu'il a sorti il y a à peu près plus de 6 mois je crois, son dernier film qui était Nosferatu, donc ça vous donne déjà une idée de quel réalisateur on va parler. Mais aujourd'hui je préfère vous parler de son œuvre précédente, nettement plus clivante, et surtout portée par une proposition de cinéma unique et ambitieuse. Il s'agit du film The Northman, réalisé par Robert Eggers. We will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, Father. I will avenge you, Father. I will save you, Mother. I will save you, Mother. I will kill you, Father. The Northman est un film d'aventure, on va dire, américano-britannique, qui a été coécrit et réalisé par Robert Eggers, qui est sorti donc en France le 11 mai 2022. Donc ça a été à la fois produit aux États-Unis et aussi en Angleterre. Donc il dispose d'un budget de 70 millions de dollars, ce qui est assez impressionnant quand on voit le rendu final. Alors au casting de notre film, sacré casting quand même. On a Alexander Skarsgård, donc de la famille des Skarsgård, qui joue justement l'acteur principal, le prince vengeur Hamlet. On a Nicole Kidman qui joue sa mère, qui joue la reine. On a Ethan Hawke pour un rôle assez important, même s'il n'est pas énormément présent. On a encore Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, on a même la chanteuse Björk, pour ceux qui connaissent, et on a aussi Klaus Bang, qui est pour moi le meilleur acteur, on va dire, du film avec Alexander Skarsgård. Je reviendrai après dessus. Donc l'histoire, qui a déjà été, on va dire, un des défauts qui a fait grincer pas mal de dents. Donc nous sommes au début, mais disons que nous sommes surtout au Xe siècle. Donc en 1900 et quelques, je crois que c'était en 915, un truc comme ça. Hamlet, prince nordique viking, se lance dans une quête de vengeance après le meurtre de son père par son oncle Fjolnir, qui a également enlevé sa mère. Sa traque le mène jusqu'en Islande, où il se fait passer pour un esclave. Bon, vous voyez déjà un peu le problème, qui a été surtout surligné par plusieurs personnes. C'était son histoire, parce que au-delà d'avoir un scénario quand même assez maigre, je vous l'avoue, c'est vrai, c'est cette similarité qu'il a avec un certain classique de la littérature. Bon, pour ceux qui ont très vite compris, on parle de Hamlet de Shakespeare. Alors on va revenir sur ça plus tard, parce que je vais expliquer en quoi ce problème n'est pas véritablement un problème pour moi, mais ça fait plus partie de la proposition d'Eggers dans la mythologie qu'il a envie de construire dans son film. Mais je vais déjà commencer par mon avis, on va dire à chaud, quand je suis sorti du film il y a à peu près 2 ans, 3 ans même, à la sortie du film, qui a pas vraiment évolué au fur et à mesure de revisionnage. Alors disons que j'avais plutôt apprécié le film à sa sortie, ce qui était déjà un miracle, étant donné que je n'avais pas du tout aimé les 2 premiers films de ce mec, c'est-à-dire The Witch et The Lighthouse, qui sont pour moi des propositions affreusement longues, assez vides, cela dit, je trouve, très pompeuses,
et surtout prétentieux. C'était vraiment 2 œuvres, je ne pouvais pas les supporter. Encore The Witch passe parce qu'il a plutôt une ambiance horrifique et les acteurs sont quand même assez bons et convaincants. Il installe aussi une ambiance assez pesante. Donc même si j'aime pas du tout, au moins il y a une ambiance assez intéressante en termes cinématographiques. Autant The Lighthouse, je comprends pas. Je comprends pas parce que je crois que j'ai dû tenir 10 minutes. Vraiment, hein. J'ai arrêté, j'ai essayé de revoir le film, j'ai réussi, mais ça n'a pas été une partie de plaisir. Je comprends pas en fait l'intérêt de ce film, je ne comprends pas, vraiment. je ne sais pas comment des acteurs qui sont aussi bons, c'est-à-dire Pattinson ou Willem Dafoe, sont allés jouer dans ce film que je trouve absolument vide et nul, quoi. C'est vraiment pas intéressant. Ça, bon, bref, j'aime pas du tout, voilà. Donc j'étais vraiment très très mal parti avec ce mec. J'étais même parti pour détester The Northman, hein, malgré des très très belles scènes que j'avais vues en bande-annonce. Donc à la sortie, je me suis retrouvé avec un avis totalement opposé. En fait, j'ai trouvé l'œuvre fascinante, je l'ai trouvée même unique dans son genre, assez ambitieuse, parfois bancale, liée à ses enjeux, liée à ses personnages, mais avec quand même une belle surprise à la clé. C'est un film qui a continué quand même à me traverser l'esprit, parce que j'avais plutôt bien aimé à sa sortie, j'avais trouvé ça bon, mais j'avais pas trouvé ça super, et en fait, c'est assez surprenant, mais en fait, ça m'a traversé l'esprit après plusieurs revisionnages, etc. En fait, je repense beaucoup au film, parce que je trouve que le film est quand même assez handicapé par plusieurs défauts assez importants. Principalement ses personnages et le manque de développement qui a été une chose qu'on a reproché, et surtout beaucoup de défauts, justement l'idée du scénario qui est quand même assez maigre. Même si c'était un défaut pour moi, j'ai réussi à comprendre les intentions de l'auteur, c'est-à-dire que voilà, au fur et à mesure on repense au film, c'est ça la joie du revisionnage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de défauts que je voyais au premier visionnage, et quand tu le revois plusieurs fois, tu comprends que non, il y avait une intention derrière, même si ça peut rester un défaut, je comprends mieux pourquoi on a utilisé ce scénario, pourquoi les personnages évoluent de telle manière, etc. Donc c'est autant une qualité qu'un défaut, on va dire ça comme ça. Donc je vais revenir après, mais déjà on va essayer d'étudier quels ont été les reproches lors de sa sortie. Donc on va dire que le premier reproche fait au film, dont j'en ai parlé, c'était son scénario qui a été jugé assez prévisible, voire trop classique. Alors aussi, beaucoup ont souligné sa ressemblance avec Hamlet de Shakespeare. C'est sûr que c'était très compliqué vu que le personnage principal s'appelle Hamlet. Vraiment bravo. Donc je suis plutôt en désaccord quand même, parce que si la narration semble classique, c'est vrai, son histoire semble banale aussi, j'ai envie de vous dire, en fait c'est bien là que, je pense, Robert Eggers va justement utiliser cette histoire vue et revue pour en extraire toute la mythologie et les fondements. C'est-à-dire que ce qui m'a plu, c'est la préposition qui m'a plu avec Eggers, c'est qu'il va côtoyer le genre viking. C'est un film de viking, on va le dire, c'est un genre viking et nordique, ce qui est déjà assez unique en son genre. Citez-moi des films de vikings récents à part celui-ci, et bien évidemment la très bonne série Vikings, mais sinon il y a pas grand-chose, quoi. Et le film va mélanger les thèmes chers à la littérature tragique. Alors bien évidemment c'est Hamlet qui ressort, mais je ne vois pas l'histoire comme un manque de profondeur, mais plutôt comme un lien afin de pleinement proposer pour Eggers une fresque mythologique, c'est vraiment une fresque mythologique, à la limite du fantastique à certains moments. Donc il y a l'exemple de cette espèce de grosse voix gutturale qu'on entend en introduction, qui sert pas à grand chose, cela dit, mais c'est comme poser une ambiance avec le narrateur d'un conte. Voilà, il y a beaucoup de moments métaphoriques aussi, avec cet arbre de l'héritage que l'on voit dans les pensées d'Hamlet et de son père aussi, par rapport à la mythologie viking. Il y a bien évidemment tout ce qui est en rapport au Valhalla, le fait de mourir avec honneur. En fait, on prend tous les thèmes chers à la mythologie nordique, et en fait, Eggers en crée un conte. C'est vraiment comme une forme de conte, un conte puissant, un conte violent, métaphorique aussi, et sensoriel. Quand même une grosse expérience aussi. Et donc tous ces détails affirment que Robert Eggers a avant tout voulu proposer une œuvre unique, qui n'a pas plu à tout le monde, ça je suis sûr. C'est loin des récits vikings qu'on connaît, mais on est plus dans un contexte mythologique. On n'était pas là pour raconter l'histoire d'un mec qui va prendre des territoires comme on l'a fait avec Ragnar Lodbrok dans la série Vikings. En fait, le film, c'est un mélange avec le tragique d'Hamlet, la brutalité d'un God of War et la fureur d'un Conan le Barbare. Il y a un mélange de plusieurs de ces films, ce qui donne un résultat assez fascinant et convaincant. Je prends l'exemple de son langage aussi, qui a été assez reproché, son langage qui était peu naturel et qui a été même jugé parfois ridicule. Là aussi, j'admets qu'il est assez difficile de rentrer dedans, mais ce langage, on va dire, télégraphié, qui apporte d'autant plus cette idée de mythologie, à travers un langage qui rappelle, en fait, pour moi, c'est des textes bibliques, c'est-à-dire religieux. Ça accentue cette ambiance mystique et mythologique. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai utilisé pour l'extrait, j'ai utilisé que en VO.
Alors pourquoi ? Parce que déjà pour moi c'est un film à voir absolument en VO pour ces détails de l'accent nordique, c'est-à-dire que tous nos personnages du film ont ce petit accent nordique qui intensifie cette entrée dans ce monde unique. Non pas que j'aime pas la VF, de toute façon vous l'avez bien vu, j'utilise des extraits en VF pour mon intro de podcast, et je suis un grand défenseur de la VF, mais bon, malheureusement déjà je trouve que la VF c'est absolument nul dans le film, j'ai vu les deux versions, elle est catastrophique, mais pour moi c'est un film à voir absolument en version originale, c'est obligé. Et donc pour revenir sur les intentions du réalisateur, là où je ne comprenais pas les intentions qu'avait Eggers sur The Witch et encore plus sur The Lighthouse, là j'admets que je comprends la proposition d'Eggers, c'est-à-dire que c'est raconter l'histoire vengeur d'un prince à travers sa mythologie et son implication au sein de cette mythologie. Si le fond pour moi reste quand même intéressant, je vous l'avoue, la forme, désolé, pour moi c'est quasiment parfait. C'est pour ça que le film est super intéressant. C'est une fresque sensorielle qui offre une immersion totale dans ce monde unique. Il n'y a qu'à voir juste le premier assaut, qui a déjà en plus été spoilé avant que le film sorte, c'était complètement con, mais en gros il y a un raid viking, c'est le seul raid viking que vous allez voir, contre un village, en plan séquence, qui est une leçon de maîtrise, que ce soit de plan, de violence, de réalisation. Malheureusement c'est trop court, mais c'est vraiment du grand art. Vraiment, oser me trouver maintenant un plan de ce genre dans un blockbuster américain cette année ou même l'année dernière, c'est impossible. J'ai rarement vu des scènes de combat aussi intenses récemment, sans compter le climax. Alors je vais rien spoiler, mais sachez que ce climax, malheureusement beaucoup trop court, je vous l'avoue, en termes de style et de réalisation, c'est un des plus grands climax que j'ai jamais vu depuis 10 ans au moins, véritablement. C'est épique, c'est vraiment épique. Et si c'était que ça, mais bien évidemment, chaque plan est une maîtrise totale aussi. Chaque scène est divin dans sa réalisation. Et en fait, ces images, elles vont être accentuées par un autre point extrêmement fort du film, c'est sa musique. C'est une musique grandiose, c'est-à-dire que vraiment, c'est une bande originale ultra marquante et envoûtante, qui sent la mythologie viking à plein nez. Elle apporte des sons et des ambiances en lien à la culture viking. C'est assez impressionnant, et d'ailleurs, je vais vous mettre un tout petit extrait, même si je sens que je vais me faire niquer par les droits d'auteur, mais bon, tant pis, c'est pas grave, vraiment, les musiques sont tellement bonnes. Donc voilà un tout petit extrait. Voilà. Et cette musique, en fait, elle iconise à peu près tous les grands moments du film. Je repense à un dialogue entre le rôle du père, joué par Ethan Hawke, et son frère. Tu mélanges ce dialogue assez bon dans l'ensemble, et tu la mélanges avec la musique de Robin Carallon et Sébastien Gainsborough, qui sont les deux compositeurs de la musique, les deux compositeurs. Elle est incroyable, cette scène qui paraît banale, mais en fait la musique elle accentue tellement la scène, et ces deux compositeurs ont livré un travail assez fou. On est plongé véritablement dans la culture viking. Il y a sa musique, mais aussi ses décors. Alors là je trouve que là aussi j'avais entendu qu'ils avaient tourné en Islande, ça se voit absolument, il y a des plans assez impressionnants et magnifiques. Et en règle générale, en fait c'est l'anti-blockbuster hollywoodien ce film, vraiment. Il y a très peu de fond vert, hormis peut-être à la fin, je vous l'accorde. Il n'y a pas de dialogue surexplicatif. Peut-être au début, je l'avoue, peut-être au début, mais alors après, on reste en fait pris par la contemplation des images, des personnages, des scènes. Les décors sont au naturel aussi, bien évidemment, c'est quand même à saluer. Beaucoup de ces décors sont en naturel. Quand vous voyez les plans, on sent que ça a été tourné en Islande. Mais ce que je salue véritablement au-delà de tout ça, parce qu'il y a plein d'auteurs qui font pareil, des auteurs que je dirais un peu solo, il n'y en a pas énormément. Ce que je salue véritablement, c'est plutôt l'audace de proposer une œuvre aussi différente, unique. C'est à la fois déroutant et radical, le film. Ce qui équivaut en fait à Robert Eggers, c'est-à-dire que même si ce mec, on l'aime ou on l'aime pas, la preuve, moi je l'aimais pas avant, le gars propose toujours des films assez uniques. C'est-à-dire que le mec fait pas de remake, fait pas de reboot. Alors on pourrait aussi quand même le reprendre sur le fait que depuis deux films, il aime bien plutôt réadapter, c'est-à-dire il réadapte Hamlet, il fait une réadaptation du Dracula de Stoker avec Nosferatu. Même là, désolé, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant quand il va s'attarder sur des icônes comme le Dracula ou le Nosferatu, ou des ouvrages comme le Hamlet de Shakespeare, au détriment de la création originale où parfois, je crois qu'il laisse trop penser son imagination. C'est-à-dire que lui, il comprend ce qu'il a envie de faire, mais alors, il laisse tout le monde à côté. Et en plus, c'est un peu un trip, un peu égocentrique qu'il peut avoir. Et pourtant, je trouve que son Nosferatu était assez bon. Faudrait que je le revoie, j'ai dû le voir qu'une seule fois, mais il m'a beaucoup impressionné, il m'a même fait flipper. C'est étonnamment, il y a très peu de films qui me font flipper. Et celui-ci, je l'ai trouvé assez unique pour le souligner, quoi.
Alors qu'est-ce qu'on reproche d'autre au film ? On reproche aussi le film le peu d'évolution interne de ses personnages. Donc en fait, certains spectateurs regrettent le manque de développement psychologique d'Hamlet. Alors c'est pas le problème d'Hamlet, je trouve qu'il est assez bien écrit, assez bien utilisé. Je trouve que vraiment le personnage d'Hamlet c'est le plus intéressant. Mais je vous l'avoue que je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il y a un manque profond d'empathie sur certains personnages. Je prends l'exemple du père, joué par Ethan Hawke. Bon, déjà on le voit pas énormément, mais surtout, en fait il manque beaucoup de développement. Hein. En fait le personnage cherche juste de motivation pour le personnage d'Alexander Skarsgård dans sa quête de vengeance, et du coup quand sa mort arrive, même si la scène, comme je vous ai dit, elle est extrêmement bien mise en scène avec la musique, la réalisation et tout, on ressent pas grand chose et c'est dommage. Pareil pour le personnage de la mère, qui est joué par Nicole Kidman, je la trouve détestable dans le film. Elle joue plutôt bien, hein, mais son rôle est caricatural et vraiment c'est détestable. Tu te dis, il se passe quelque chose avec la mère, tu te dis, ouais, c'est bien fait pour sa gueule, quoi. C'est dommage pour elle, parce que c'est Nicole Kidman, mais vraiment, on ne ressent absolument rien. Et en soi, je trouve que la relation la plus intéressante reste entre Hamlet et Olga. Olga qui est une espèce de sorcière esclave qui va être jouée par Anya Taylor-Joy, qui est, elle joue plutôt très bien, hein. C'est une relation plutôt bonne. Bon, là aussi, ça manquait un peu de profondeur, je l'avoue. Et vers la fin, il va se passer aussi quelque chose où, en fait, Eggers veut te faire ressentir une certaine émotion, et même là, je trouve que ça tombe un peu dans la caricature. Et là aussi, c'est un peu dommage. Donc, même si je trouve que c'est une bonne relation, ça manque de profondeur. C'est un grand défaut chez Eggers, hein, pour moi, c'est-à-dire qu'il sait bien écrire ses personnages principaux, hein, c'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Lily Rose Depp est très intéressant dans Nosferatu, mais c'est après, je trouve que ces acteurs secondaires sont pas du tout intéressants, les acteurs sont bons, mais alors, on s'en fout, quoi. Et là aussi, c'est con, parce qu'on a un casting runner, c'est ça qui est fou avec Eggers, c'est que le mec, à chaque fois, il a un casting de fou furieux, quoi. Même pour The Lighthouse, c'était quand même Pattinson et Dafoe, et en fait, il a toujours un super casting, mais il n'en fait rien. Encore Nosferatu, je trouve que vraiment, il y a un très bon choix de casting. Dans The Northman, on a William Dafoe qui apparaît pour 2 rôles, mais il sert à rien. Là aussi, il est pas très très intéressant, et les 2 scènes sont à la limite du ridicule. Pareil pour la chanteuse islandaise, vous savez, Björn, qui est une superbe actrice, qui est une chanteuse, mais aussi une actrice. Si vous la connaissez pas, je vous conseille absolument Dancer in the Dark de Lars von Trier. Vraiment, c'est un film, voyez-le, il faut le voir. C'est un film qu'il faut voir dans sa vie. Elle est exceptionnelle, c'est là où ça prouve que c'est une superbe actrice. Là aussi, il n'en fait pas grand-chose et c'est dommage, parce qu'en plus, elle est imprégnée de cette culture nordique. Elle a des origines vraiment nordiques, un peu comme Skarsgård. Là aussi, elle est là. Elle est là à un moment. Je crois qu'elle apparaît 1 ou 2 fois, ou une seule fois. C'est vraiment dommage, quoi. Enfin bon, il reste pour moi quand même 2 rôles à sauver, je trouve, dans le film. Je dirais pas à sauver, mais je trouve que vraiment c'est 2 gros rôles qui sont les 2 piliers. Donc c'est le rôle d'Hamlet, là j'ai pas grand chose à dire. Alexander Skarsgård, lui il est excellent, il est très convaincant dans le rôle, c'est un vrai nordique. Tu le vois, tu flippes, il est ultra balèze, je me demande s'il a pas dû prendre encore énormément de muscles, hein. Il est bestial le mec, il fait 1m90, il est puissant. Il impressionne par sa rage, par sa fureur. C'est le rôle parfait pour ce mec, quoi. Il incarne le rôle avec une telle animosité, c'est vraiment très bon. Il y a juste un truc qui me dérange, mais là c'est plus pour chipoter, c'est juste la transformation entre le perso d'Hamlet enfant et celui qu'il a à un âge beaucoup plus avancé. Je trouve que c'est un peu bizarre dans le sens où tu passes d'un gamin qui est quand même assez innocent, qui a l'air d'être agréable, à un monstre de 2 mètres, ultra balèze, comme un bœuf, qui veut juste tuer tout le monde. Alors là aussi, on va dire que c'est comme un pur style, une volonté de Robert Eggers de transformer en fait ce personnage par les années de vengeance qui l'ont construit, qui vont le mener à cet objectif. Alors, peut-être, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même un peu too much, quoi. Tu passes d'un gamin idyllique, très gentil, très sage, à un putain de monstre. Bon. Je pense qu'il a frôlé le ridicule. Et l'autre acteur que je trouve, je pense, pas le meilleur du film, mais le deuxième, c'est Klaus Bang, qui est un excellent acteur, on voit pas assez souvent d'ailleurs, hein, qui joue le protagoniste principal, le rôle du frère de Ethan Hawke, qui joue le grand méchant, qui lui, par contre, a un charisme naturel assez fou. À chaque fois qu'on le voit dans le film, il emporte, il est assez fort, il est vraiment très bon. Et je crois que c'est la grande découverte de ce film. Je sais que moi je l'avais découvert dans The Square.
Et là, je le trouve aussi très très bon. C'était une très bonne idée de prendre ce mec pour jouer le grand méchant. Donc, pour moi, c'est les deux acteurs qui sauvent, on va dire, le film. Je trouve pas que les autres sont moins bons, c'est juste qu'il y a deux mecs au-dessus des autres. Alors, à qui je conseille véritablement le film ? Si vous n'aimez pas les films lents, les films contemplatifs, parfois un peu prétentieux, qui se regardent filmer, alors passez votre chemin. Ce film n'est pas fait pour vous. Si vous n'aimez pas Eggers, là aussi, passez votre chemin. En soi, peut-être pas, parce que moi, je n'aimais pas non plus Robert Eggers, et pourtant, je commence de plus en plus à apprécier, cela dit. Cependant, si vous en avez marre des blockbusters qui se ressemblent tous, si vous voulez du sang, si vous voulez des muscles, si vous voulez des gens qui gueulent, parce que ça aussi c'est un truc que j'ai oublié de préciser, mais oui, les persos ne font que gueuler dans le film, ça rappelle quand même une vision assez théâtrale, c'est ça qui a dérouté, tout le monde joue comme dans une pièce de théâtre, donc soit ça passe, soit ça casse pour certains, moi c'est passé, parce que comme je vous l'ai dit, Eggers le construit d'une manière où oui, c'est comme un conte, c'est comme une tragédie en plusieurs actes. Peut-être que certains diront que je vais un peu loin, mais je pense que c'était la vision d'Eggers. Et oui, donc logique, vu qu'on parle d'Hamlet, oui, c'est une vision assez théâtrale. Mais même, si vous voulez de l'épique, si vous voulez du puissant, des scènes de combat ultra stylisées, eh bien ce film est fait pour vous. Même si vous pouvez ressortir déçu du film, vous avez vu un film hors norme, avec une proposition de cinéma rarement vue, et juste pour un film qui, pour moi, qui mérite quand même le coup d'œil. Après, vous aimez ou pas, ça laisse parler de la subjectivité. En fait, il faut rentrer dans le jeu de ce film, voilà. Entre les phrases ultra théâtrales qui ne sont pas là pour parler, mais pour crier aux dieux, globalement, la musique ultra présente, l'histoire qui file assez rapidement, assez simple, on sait pourquoi on est venu et on sait comment ça va se finir. Bien, si on accepte toutes ces règles, si on accepte tout le côté un peu égocentrique et pompeux du réal, on passe quand même un plutôt bon moment, et on se dit qu'on a vu quand même une belle prouesse artistique. Et moi j'ai réussi à rentrer dedans, pleinement dedans, et j'ai kiffé, même si, je vous l'accorde, c'est loin d'être un film parfait. Mais le film n'est pas adressé à tout le monde, c'est-à-dire que si vous voulez du neuf, vous allez en avoir. En tout cas, vous allez en avoir dans sa réalisation et son approche. Je vous le conseille quand même, voyez-le, car déjà il a pas fait beaucoup d'entrées, en même temps tu m'étonnes avec un sujet pareil. J'ai envie de te dire, le thème de Viking revient à la mode, mais c'est l'exécution qui est tellement space et unique que c'est sûr que ça n'allait pas récolter des millions. On n'est pas chez Marvel, là le Thor des films Marvel il paraît bien fade par rapport au personnage d'Hamlet, on en est très très loin. Écoutez, malgré ses défauts, malgré son rythme lent, ses personnages parfois peu développés, ses dialogues assez exigeants, The Northman reste une œuvre précieuse selon moi. Pourquoi ? Parce qu'il ose être autre chose qu'un blockbuster formaté. Parce qu'il nous plonge dans une époque et une culture rarement montrée au cinéma avec autant d'authenticité et de radicalité. C'est une fresque mythologique qui, par sa réalisation, sa puissance visuelle et sonore et son refus du compromis, mérite d'être découvert ou redécouvert. Alors, si on accepte de se laisser porter, c'est une expérience sensorielle unique et un film qui nous reste en tête longtemps après. Et surtout, pour moi, il prouve que, avec un budget assez bas quand même, par rapport à la concurrence, on peut encore faire du cinéma d'auteur ambitieux au sein de l'industrie hollywoodienne. Et c'est quand même assez fort. Donc pour ça, merci Robert, même si j'aime pas tous tes films, même si je trouve que tu parais être un artiste assez pompeux, un artiste assez prétentieux, qui adore se regarder filmer, tu fais quand même partie des réalisateurs contemporains les plus intéressants à suivre, voilà. Bref, ce podcast est enfin terminé, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur The Northman, qui est loin d'être un film parfait, mais pour sa proposition radicale, je la trouve fascinante, je trouve le film beau, intense et puissant. En fait, je trouve le film fascinant dans son imperfection. Mais ce ne serait pas justement dans leur imperfection que les films deviennent parfaits. Voilà justement des phrases aussi pompeuses que celles de Robert Eggers. Ça nous fait un point commun. Surtout, continuez à me soutenir sur Insta, TikTok et autres applications de Spotify, Amazon Music. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.